J'ai le plaisir pour cette dernière conférence d'accueillir Alain Herman, qui est à Rénan, donc il a pas eu un trop grand trajet à faire pour venir jusque chez nous, et donc qui est membre de l'IRMA, l'Institut de recherche sur les mathématiques à Rennes, qui est membre de l'IREM aussi, puisqu'il anime un groupe d'histoire des mathématiques, et qui est épistémologue et historien des sciences et des mathématiques. Donc il va nous parler pendant cette conférence, donc le titre de la conférence, le langage va être ignoré. Donc cette citation de James Lev, Merci. si tu veux le dire en danois. Voilà. Comment l'histoire peut nous faire découvrir le rôle du langage en mathématiques. Voilà, je te laisse la parole. 3 quarts d'heure, c'est ça, Anne? C'est ça. Bien, bonjour. Je vais illustrer ce propos de James Lev. Le langage va être ignoré. C'est une citation extraite d'un livre publié d'abord en danois en 1943 et traduit en 1968. Prolegomène a une théorie du langage. Donc c'est vraiment ça que je voudrais illustrer, c'est la difficulté que l'on a à prendre conscience du rôle du langage pour ce qui nous concerne dans les mathématiques. Alors, je précise tout de suite, par langage, j'appelle l'ensemble de nos moyens d'expression. Ce n'est pas forcément la langue naturelle, et donc plus largement, on appelle ça généralement la sémiotique, c'est ce qui couvre tous nos moyens d'expression, quels qu'ils soient. Pour illustrer cet enjeu, je vais prendre cet exemple très simple, c'est une expression décimale, et je vous invite à vous demander ce que vous pourriez en dire, ce que vous pensez devoir en dire, pour qu'on voit ensuite ce que l'histoire peut apporter à ce qu'on est capable d'en dire sans l'histoire. Donc, si on avait le temps, on pourrait essayer ensemble de voir ce que vous pouvez dire, expliquer de cette expression. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses, et je pense que pour certaines, vous n'auriez pas pensé à les énoncer, alors qu'on va voir qu'elles sont très importantes, pour certaines en tout cas. Donc le jeu de cette conférence va être d'accumuler des remarques sur cette expression grâce à des textes historiques qu'on va pouvoir considérer. Donc je ne vais pas faire une histoire de la numération, ce n'est pas mon propos, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mon propos c'est juste de découvrir par l'histoire des propriétés qu'il serait très difficile autrement de découvrir. Donc la démarche est une prise de conscience, on pourrait presque dire même une révélation, une découverte de propriétés qui passent inaperçues et qui pourtant sont là, on va voir, et elles sont même très importantes. Donc, bien sûr, une première chose que vous ne manqueriez pas de signaler, c'est qu'il s'agit d'une numération positionnelle. C'est évidemment très important, c'est un système d'expression absolument remarquable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que vous connaissez bien. Quelques remarques quand même. Donc, l'intérêt de ce système, c'est qu'avec un nombre fini d'expressions et fixé, on peut exprimer une infinité de nombres. D'accord? Avant, il fallait, si vous vouliez désigner des nombres de plus en plus grands, il fallait rajouter des caractères. Il ne faut pas en fait exagérer l'importance de ça, parce que quand vous êtes dans un univers fini, vous n'avez pas besoin de nombres très grands. Et même en astronomie, des nombres au-delà de 360, en fait, on n'en a pas besoin. Donc, le côté, si avant on n'utilisait pas de système de numération positionnelle, ou même quand on utilise le système de numération positionnelle, c'est pas tellement ça qui intéresse, parce que c'est en astronomie qu'on l'utilise, et en astronomie, on ne dépasse pas 360, parce qu'on est dans un univers clos, sphérique, et on n'a pas besoin de plus. Donc, il a des propriétés remarquables, mais ce n'est pas tellement celle-ci qui a joué un rôle. Alors, quelques éléments de rappel. Vous savez, il y a des travaux remarquables là-dessus, qu'on trouve ce système en Mésopotamie vers 2000 avant Jésus-Christ. Ensuite, il nous parvient d'abord par l'Inde, où
l'inscription la plus ancienne daterait de 595 après Jésus-Christ. Ce système indien est introduit au Moyen-Orient vers le 7e siècle. Le premier texte exposant ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire les façons d'opérer les calculs sur ces nombres-là, c'est avec Al-Khwarizmi, que vous connaissez aussi pour être l'auteur d'un autre livre sur l'algèbre, celui-ci n'étant pas perdu, et il fait référence dans ce livre à ce texte dans lequel il présente ce système de numération. Vous noterez la remarquable coïncidence, c'est vraiment au même moment, pas simplement au même moment, mais le même mathématicien qui développe les deux. Sans doute dans nos représentations, le système de numération de position et l'algèbre, c'est des choses qui ne sont pas du tout contemporaines. Historiquement, non seulement elles sont contemporaines, mais elles sont étroitement liées. Je ne vais pas développer ce point-là, mais on le retrouvera. Hein. Ces deux choses que nous disjoignons sont en fait très liées. Mais ce n'est pas mon propos ici de développer ça. Le texte le plus ancien qui nous soit parvenu, c'est le texte d'Al-Uqlidisi, publié en 952, sur lequel je reviendrai bientôt. Alors, ce système de numération a été diffusé en Europe ensuite, d'abord avec des abacs à jetons, c'est-à-dire que les chiffres étaient sur des jetons et on déplaçait les jetons sur une table, et c'est comme ça qu'on calculait, et ceci à partir du 9e siècle. Ensuite, on a ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire c'est les textes, des textes assez brefs, introduisant ce système de numération et expliquant comment on fait des additions, des multiplications, des divisions, des racines carrées et surtout aussi des divisions par deux. Ensuite, on a au début du XIIIe siècle le Liber Abaci de Léonard de Pise, qui est ce qu'on appelle un livre d'abac, qui justement est un livre sans abac, c'est-à-dire qui présente les algorithmes de calcul, mais là ce sont des gros livres comme on verra, parce que c'est accompagné de nombreux exemples de problèmes qui sont résolus en utilisant ce système de numération. On parlera de ce livre bientôt. Alors, on va à partir de ça pouvoir faire un certain nombre de remarques, sans entrer dans tous les détails. Pour l'instant, je ne considère que la numération positionnelle en base 10, c'est-à-dire je ne m'occupe pas de la virgule. Les textes qui présentent ces moyens d'expression, en fait, utilisent une table à poussière, c'est-à-dire que ces chiffres, ces nombres, étaient écrits sur une table à poussière et pouvaient s'effacer. Et les algorithmes exploitaient cette possibilité, c'est-à-dire que pour calculer, on effaçait les nombres, ce que nous ne faisons pas même quand on utilise la craie. D'accord ? Et ça présente un intérêt, notamment de relecture et de vérification des calculs. C'est-à-dire le fait que ce ne soit pas effacé permet une propriété très importante de relecture et de vérification. Donc voilà un exemple de propriété auquel on ne penserait pas et qui pourtant joue un rôle, c'est que nous n'effaçons pas nos expressions, même si elles sont effaçables, et que grâce à cela, on peut vérifier les calculs. Au début, on ne pouvait pas le faire comme ça, d'accord ? C'est pas naturel, les algorithmes ont été réélaborés, on le verra, de manière à ne pas effacer les calculs en cours de route. Il y avait bien sûr des techniques de vérification autres qui étaient développées pour avoir des vérifications par d'autres procédés. Mais vous voyez que le fait que les nombres qu'on écrit ne soient pas effaçables, en tout cas qu'on ne les efface pas, joue un rôle et a des propriétés qu'on utilise. De ce fait, les textes qui décrivent les algorithmes, ce sont des textes écrits, des manuscrits, eh bien, ils décrivent un usage sur une autre surface. D'accord ? Le texte qui décrit comment on fait les calculs et où on fait les calculs, ce sont deux textes différents. Nous, on calcule à l'endroit où l'on écrit. On écrit avec les mêmes moyens sur le même support. Alors, c'est une idée maintenant qui nous est familière, parce que les calculatrices, on prend sa calculatrice et on fait les calculs ailleurs.
Mais du fait que les calculs se faisaient ailleurs, ça fait notamment qu'on ne sait pas comment les Grecs calculaient. C'est-à-dire que, par exemple, en astronomie, il y a des calculs très importants, mais comme ils sont faits ailleurs, ils ne sont pas faits sur le papier, d'abord c'est trop précieux, les calculs étant faits ailleurs, on ne sait pas comment ils sont faits. Donc là, on sait comment ils sont faits, mais ils sont quand même faits ailleurs, ce qui nous permet de nous rendre compte que nous, on fait les calculs sur un seul et même support, ce qui, à nouveau, n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui a été élaboré à nouveau, comme on le verra. De même, donc, je vous ai dit que le support de description, c'était le même que le support de calcul. Le support d'écriture, plus généralement, le support où on va écrire les démonstrations, va pouvoir être le même que celui où on fait les calculs. Ça nous semble naturel de mélanger les calculs avec une argumentation. Avant, ça ne pouvait pas se faire. On ne mettait que les résultats des calculs se faisant ailleurs. Donc le fait de mélanger une argumentation avec des calculs, c'est quelque chose qui nous semble aller de soi, mais qui en fait n'était pas le cas avant qu'on réélabore les algorithmes de manière à ce que ce soit possible. Alors justement, ça a été une des propositions d'Al-Uqlidisi, qui donc dans ce texte, le seul qui nous soit parvenu, présente tous les calculs sur une surface effaçable et à la fin du livre propose des algorithmes à l'encre. Et voilà les justifications qu'il donne. Dans ce livre, nous présentons ce qui a été fait par les hindous sans tar. Le tar, c'est la table à poussière sur laquelle il fait les calculs. Donc il nous dit qu'il va présenter les calculs sans la table, ni effacement, mais avec de l'encre et du papier. Donc vous voyez, c'est un enjeu au milieu du Xe siècle, et je vous le dis tout de suite, ça ne va pas marcher, ça ne va pas prendre son truc. On ne va pas le suivre, ça ne va pas être adopté. Donc, mais lui, il réécrit tous les algorithmes de manière à ce qu'on puisse les pratiquer à l'encre et au papier. En effet, de nombreuses personnes détestent s'exposer avec la table à poussière entre les mains quand elles ont besoin d'utiliser ces techniques de calcul, par crainte de malentendus de la part des autorités ou de quiconque pourrait les voir. Cela leur nuit car il est utilisé, la table à poussière, par ceux qui gagnent leur vie de manière inconvenante en faisant de l'astrologie dans les rues. Donc vous voyez que cette technique de calcul sur table à poussière, étant pratiquée pour faire les thèmes astraux, visiblement mal vus, eh ben, on est assimilé à des personnes qui font un thème astral quand on fait des calculs. Et c'est un argument donné par Al-Uqlidisi, le premier qu'il donne, pour justifier le fait de faire des calculs un peu plus classe en utilisant de l'encre sur du papier. Il n'y aura pas de malentendu, on ne nous prendra pas pour des gens inconvenants. De plus, celui qui calcule avec trouve très difficile de retrouver les calculs qu'il a effectués. Donc là, vous voyez explicitement ce que je vous indiquais tout à l'heure, le problème de refaire les calculs. Dans la mesure où il a souvent à le refaire sans rien dire de l'inconvénient qu'il soit exposé au vent qui modifiera les chiffres. D'accord ? Là aussi, on peut faire des calculs dehors, par tout temps. On ne s'en rend pas compte, mais c'est important. Et c'est une propriété qui n'est pas donnée aux expressions qu'on utilise. De celui d'avoir les doigts salis, entre bien d'autres choses, oui, parce que généralement on le fait avec le doigt ou avec un petit bâton, et donc on a les doigts pleins de poussière, ou avec l'encre aussi. Bien. Donc voilà un argument pour adopter, développer le calcul à l'encre et au papier, qui encore une fois ne sera pas adopté. Alors passons au texte de Léonard de Pise, donc début du XIIIe siècle, qui est un des textes importants dans la diffusion en Europe, dans le monde latin, de ces techniques de calcul. Là, je vous montre une belle page, vous voyez en rouge justement des expressions numériques sur lesquelles on va revenir tout de suite. Donc je vous montre la table des matières de ce livre. Donc le premier chapitre, auquel aucun titre n'est donné, qui fait 5 pages, introduit les chiffres arabes, ce système de numération. Ensuite, le deuxième nous explique la multiplication des nombres entiers. Ensuite, l'addition des nombres entiers.
notez qu'il commence par la multiplication, la soustraction, ensuite la division de nombres entiers, ensuite la multiplication de nombres entiers avec fraction, l'addition, la soustraction et la division de nombres avec fraction, et ensuite des problèmes de très nombreux problèmes utilisant, pour lesquels ce système de numération est utile. Donc des problèmes pratiques, marchands, de conversion de monnaie, on y reviendra. Le chapitre 12, c'est encore des problèmes. Le chapitre 13, c'est la méthode de double fausse position, une technique qu'on trouve déjà chez les Égyptiens et qui est reprise ici et, nous dit-il, qui permet de résoudre à peu près tous les problèmes. Ensuite, on passe à l'algèbre, les recherches de racines carrées et cubiques, leur multiplication, leur division, leur soustraction, le traitement des binômes et apotômes et leurs racines. Peut-être que je redirai un mot sur les apotômes, mais je suppose que c'est un mot qui vous est peut-être étranger, et il est intéressant qu'il le soit. Ensuite, des règles utiles de la géométrie et problèmes d'algèbre et al-Muqabala, c'est donc l'application des équations telles que les développe Al-Khawarizmi à la résolution de problèmes de géométrie. Voilà, donc ça c'est l'ensemble, vous voyez, une première partie assez importante d'exposer des techniques de calcul, et ensuite de très nombreux problèmes regroupés suivant la nature pratique, pas mathématique, des problèmes. Alors reprenons cette table de matière, nous on va s'intéresser au chapitre 5 sur la division des nombres entiers, vous voyez, la multiplication des nombres entiers avec fraction, l'addition, soustraction et division de nombres avec fraction, qui sont des chapitres assez conséquents par le nombre de pages, 27, 21, 27, si vous comparez aux précédents, moins pour les problèmes, mais ce n'est pas de la même nature, mais c'est bien plus de la moitié des exposés, de l'exposé sur le système de numération. D'accord? Donc c'est cette partie importante dans laquelle on va jeter un œil rapidement. Alors dans le chapitre 5, il introduit les notations pour les fractions. Donc il introduit cette notation 2/5 qui vous est familière et que l'on note de la même manière. Mais il introduit d'autres fractions. Il introduit cette fraction, un trait avec un 3 et un 4, et un 2 et un 5, ce qui représente 4/5 avec 3 demi de 1/5. D'accord? Donc vous avez le 4/5, c'est-à-dire 4 de 1/5 avec 3 demi de 1/5. D'accord? Donc notation qu'on n'utilise pas. Mais on va voir qu'elle est très importante et très utile. Une autre notation, la même avec un rond à droite, cette fois-ci c'est à nouveau 4/5 et 3 demi, mais cette fois c'est pas 3 demi de 1/5, c'est 3 demi de 4/5. On prend ce qu'on appellerait le numérateur et qu'il appelle le numérateur aussi. Ensuite, on a une autre notation avec un rond à gauche, qui est cette fois-ci 3 demi de 4/5 directement. Et encore, et c'est la dernière notation, avec des chiffres, enfin des nombres plus exactement soulignés. Cette fois, les deux nombres soulignés nous donnent 3 quarts et 1 demi de 3/5. D'accord? Bien. Donc, ces différentes notations qui nous sont complètement étrangères. Sauf la première. Alors, la première a le même sens, en un sens, que les fractions que nous notons de la même façon, mais on va voir quand même des différences. Donc, si je prends cette notation 2, 1, 3, 7,
il n'est pas question de remplacer un nombre entier qui y figure par une fraction. Ça n'a juste aucun sens. D'accord? C'est pas fait pour ça. Et pareil, au numérateur, ça n'a juste aucun sens. De même, pour cette notation qui nous est familière, nous apprenons à y substituer n'importe quelle fraction. Ici, ça n'a juste aucun sens, il ne le fait pas. D'accord? Ça n'a pas de sens de prendre un dénominateur qui soit lui-même une fraction. C'est comme un problème de dimension, c'est pas de la même nature. Donc vous voyez cette opération de substitution qui nous semble naturelle au point que Anne me fronce les sourcils, hein, on ne comprend même pas quel peut être le problème de faire cette substitution. Cette substitution n'a pas de sens parce qu'un dénominateur, comme le mot l'indique, dénomme des parties. Donc je travaille avec des tiers, je travaille avec des fractions, mais des fractions au sens des parties de quelque chose. Je considère des tiers, je considère des huitièmes. Donc quand je considère deux tiers, je considère deux choses qui sont de la nature du tiers. Je ne peux pas considérer de la même façon 2 3/5. C'est pas du tout ça la fonction des fractions. Les fractions, ce sont des parts de quelque chose. Donc ces notations n'ont pas exactement les propriétés que nous leur donnons parce qu'elles désignent proprement des parties et des nombres de parties. D'où ce terme de dénominateur. Les élèves peuvent confondre numérateur et dénominateur. C'est impossible à confondre quand on comprend ce que c'est qu'un dénominateur. Le dénominateur dénomme, nous dit ce dont on parle. On parle de tiers, on parle de quart, c'est ce dont on parle, c'est la dénomination. Et après, on compte ce dont on parle. Je parle de tiers, j'en ai 2, j'ai donc 2 tiers. Pas possible de confondre numérateur et dénominateur, parce que le numérateur nous dit le nombre de choses que l'on compte, et on compte des parties. Donc, pas question de remplacer un dénominateur par une fraction, c'est juste aberrant, ça ne va pas, que ce soit en dénominateur ou en numérateur, c'est pas possible. Donc vous voyez que cette substitution qui nous semble aller de soi, en fait, n'est pas du tout quelque chose de naturel. De même, cette écriture P égale P sur 1, qui est une relation essentielle pour inclure nos entiers dans les rationnels, eh ben, les fractions, ce ne sont pas les nombres rationnels ici, ce sont vraiment des fractions, c'est-à-dire des nombres de parts, et donc écrire cette chose-là ne va pas du tout de soi. Ces notations sont très importantes en raison de considérations métrologiques. On y reviendra, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que, par exemple, une livre va être subdivisée en 20 sous, et ce qu'on veut, c'est savoir faire des calculs avec des subdivisions comme ça. Et donc, on a besoin de savoir combien j'ai de sous, et à partir de là, pouvoir dire combien j'ai de livres. Et les sous étant divisés en 12 deniers, eh ben, ce dont on a besoin, c'est de faire des calculs comme ça, pour lesquels les fractions qu'on a vues, celles qui nous sont étrangères, sont justement faites. Elles sont adaptées à ça. On y revient. Alors voyons comment se présentent maintenant les calculs. Un exemple de division, cette fois ici pour commencer de ce qu'il appelle une division par un nombre simple, c'est-à-dire soit un nombre premier, soit un petit nombre, c'est-à-dire un nombre entre 1 et 10. Donc ici c'est la division donc, de 18 456 par 17, donc on les écrit comme ça. On prend les deux premiers, on regarde combien de fois 17 va dans 18, il y va une fois, il reste 1. Ensuite on prend le 1 et le 4, 14 n'est pas divisible par 17, donc on met un 0, on prend le chiffre suivant, ça fait 145. On regarde combien 17 va dans 145, il décompose, en fait il regarde combien 1 va dans 14, combien, oui, ça va dans 14, 1 va dans 14, donc là ça fait 8, il reste 6, je vais vite, c'est pas le problème. Ensuite, il reste 6, donc on prend le 6 avec le 5, ça fait 65,
On fait 8 fois 17, il reste 9. Ensuite, on prend ce 9 et ce 6, 96. Il y va 5 fois, il reste 11. Pardon, il reste 4. On prend le 46, c'est cette fois qu'il reste 11. Et le résultat s'exprime comme ça. D'accord ? Si vous n'avez pas suivi les calculs, ça n'a aucune importance. Le résultat va être donné sous cette forme-là, c'est-à-dire un nombre entier avec une partie fractionnelle. D'accord ? Donc un nombre avec fraction. Alors regardons maintenant un nombre composé, 75, donc la division de 749 par 75, 75 étant un nombre composé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener à l'algorithme précédent, c'est-à-dire qu'on va d'abord décomposer 75 en ces nombres simples, et ici c'est 3 fois 5 fois 5 qu'il écrit comme ça, sous cette forme de fraction. Donc vous voyez un usage de la fraction qu'on a vu, que nous n'utilisons pas, pour indiquer la décomposition de 75. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la division de 749 par ces diviseurs, ce qui nous permet d'appliquer 3 fois l'algorithme précédent. Donc on fait la division de 749 par 3, on ne la fait pas, ça nous donne 249 et il reste 2. Ensuite on divise 249 par 5, ça nous donne 49 et il reste 4. On fait la division de 49 par 5, ça fait 9 et il reste 4. Et le résultat va être exprimé comme ça. C'est-à-dire que la fraction, ce type de fraction, permet d'exprimer très simplement le résultat de cette application réitérée du même algorithme. D'accord ? Puisqu'on retrouve à chaque fois les restes qu'on a obtenus avec les divisions qu'on a faites. D'accord ? Ne cherchez pas, vous comprenez si vous y arrivez, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que ça s'exprime bien. D'accord ? C'est que l'algorithme ça roulait, et puis le résultat, il est juste, c'est l'expression, c'est ce qu'on a obtenu, et on l'écrit comme ça, et ça nous donne le résultat. Hein. C'est avant tout ça qu'il faut apprécier, c'est-à-dire que ces expressions qu'on n'utilise plus sont un moyen d'exprimer très simplement les résultats des calculs qu'on a fait. Bien, alors, voyons maintenant d'autres exemples. Je passe au chapitre 6, de multiplication d'entiers avec une fraction. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois que vous voyez le genre de calcul qu'il doit présenter, qu'il doit expliquer, et à la fois qu'on voit fonctionner ces expressions fractionnaires, ces nombres avec fraction. Donc, 1 demi avec 11, c'est pas 1 demi fois 11, hein, c'est 11 et 1 demi. D'accord ? C'est 11 plus 1 demi. La multiplication de ce nombre fractionnaire avec 22 et 1 tiers, il va donc exprimer le résultat de cette façon-là. Je ne vous donne pas les algorithmes, mais ce qui m'intéresse, c'est à la fois de vous montrer ce qu'il faut considérer comme calcul et la manière dont s'exprime le résultat. La multiplication d'entiers avec une fraction de plusieurs parts. Et oui, maintenant, il faut aussi faire des multiplications de ce type-là. D'accord ? Et le résultat va s'exprimer comme ça. Il donne à chaque fois différents exemples. Une multiplication d'entiers avec deux fractions de deux parts. Donc cette fois, on multiplie les expressions de ce type. Et le résultat va s'exprimer comme ça. Il faut bien aligner les chiffres, là, ce que je n'ai pas bien fait. Mais vous les imaginez alignés et ça vous donne le résultat de cette opération. La multiplication d'entiers avec deux fractions de plusieurs parts, donc ce produit-là, le résultat s'exprimant comme ceci. Pardon ? Bien sûr. Est-ce qu'on est certain que ce qui est devant le 461, là, le truc qu'on a installé, ouais, est inférieur ou égal à 1 Non, mais c'est ce qui correspondrait, ce qui resterait derrière la virgule après une partie entière. Sans autre, oui, je devrais pouvoir te répondre. Je pense que la réponse est oui, mais à vérifier. Mais je pense que, enfin, je veux dire, c'est bien fait.
D'accord, voilà. Mais à voir. À voir. Mais bien sûr, la question que tu poses, c'est la représentation unique du calcul. Voilà, est-ce que c'est quand il est négligeable par rapport au 461 qui s'affiche? Ça donne un ordre de grandeur ou pas de regarder juste... À vérifier, je ne peux pas te répondre comme ça, je ne sais pas. Donc, multiplication d'entiers avec 3 fractions de 2 parts. Voilà un autre type de calcul. Vous voyez, il faut considérer toutes ces expressions. Hein. Là, des fractions donc sans entiers maintenant. Et là, cette fois, il nous donne aussi, c'est lui qui donne le résultat sous la forme de 1/12. Des multiplications sans entiers de fractions de ce type-là. Des multiplications d'entiers avec fractions avec le petit o à droite. Vous avez oublié ce que c'était, peu importe, c'est juste pour vous montrer que le résultat, c'est considéré. Il faut apprendre à faire les calculs avec ces types de fractions. Et voilà comment s'exprime le résultat obtenu. Cette fois maintenant, la fraction à droite, ça veut dire qu'elle multiplie. D'accord? C'est 3/5 de du nombre fractionnaire 29 et 4/5. Le résultat va être exprimé comme ça. Donc, vous voyez, il y a une espèce de forme canonique du nombre avec fraction, un nombre entier accolé avec une fraction de différents types. Quelques exemples ici de la manière dont il opère les calculs du produit de 11 et 1/2 et de 22 et 1/3. Donc le 11 et 1/2, il l'exprime en demi. Pareil pour le 22, il l'exprime en tiers. Ensuite, on multiplie 23/2 par 67 tiers, ça fait 1541 sixièmes. Et ensuite, on fait la division de 1541 par 6 et on obtient le résultat sous cette forme. Encore un exemple de multiplication, et je fais exprès que ça vous semble long, parce que justement, c'est ce que nous ne faisons plus, et donc on ne s'y intéresse pas. Et c'est là où le langage est ignoré. J'y reviendrai. Donc, cette multiplication, cette fois, on obtient des septièmes, c'est-à-dire qu'on multiplie 29 par 7 et par 3 ensuite, et ici 38 par 3 et par 6. On obtient des tiers, on fait la multiplication des deux nombres qu'on a obtenus, et ensuite on divise par le reste des parts, c'est-à-dire 5, 7 et 11, et on obtient ce résultat-là. D'accord ? Calculer avec des fractions, avec des nombres fractionnaires, ça veut dire ça. Il faut faire des additions et des soustractions de tout ça, de 1/6 à 1/5. Là, je n'ai pas donné les résultats parce que j'ai essayé de regrouper addition et soustraction. Mais ils se succèdent dans le texte, je suis vraiment le texte. Donc, il nous explique comment on additionne et soustrait 1/6 à 5/9. On additionne et on soustrait des fractions de ce type-là. On fait des divisions de 83 par un nombre avec une fraction. Une addition et une soustraction de nombres avec fractions de ce type-là. Des divisions d'expressions de ce type-là, dont là je vous donne le résultat. Des additions de les soustractions. Des divisions de nombres comme ça. Des additions et des soustractions de nombres avec les deux types de fractions, et une division de nombres de ce type. Voilà. Donc, vous voyez, une grande part du texte est consacrée à expliquer ces calculs fractionnaires que nous ne faisons plus. Comment se fait-il que nous ne les fassions plus? Comment se fait-il qu'on puisse s'en dispenser? Eh bien, c'est notre 1,23 qui nous permet de nous en dispenser.
Alors, on va voir, d'abord notre calcul, ce qu'on appelle notre calcul de fraction n'est justement pas un calcul sur les parts. Il est un calcul de fraction qui vous est familier, mais il n'est pas fait pour calculer, pour faire des calculs sur les parts. Il ne sert pas qu'à ça, il ne sert pas essentiellement à ça. De ce fait, on a perdu le sens de dénominateur, qu'on utilise toujours, mais qui juste, ça veut dire en bas, le dénominateur. Hein, on n'a aucun problème. Inverser une fraction et mettre le dénominateur en haut, etc., c'est normal, en fait, ça n'a juste pas de sens. Donc, ce que fait, en fait, les nombres décimaux, c'est qu'ils font qu'on a les mêmes algorithmes pour les nombres décimaux que pour les nombres entiers. On n'a pas besoin d'apprendre à faire des multiplications et des divisions avec les nombres décimaux parce que c'est juste, vous le savez, une question de place de la virgule. Donc tout ce calcul fractionnaire disparaît parce qu'on peut faire les nombres décimaux nous permettent de représenter les fractions d'une manière que les algorithmes, on calcule avec les nombres décimaux exactement de la même manière qu'avec les nombres entiers. Et cette propriété est tout à fait remarquable et elle passe complètement inaperçue. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous ces calculs. On n'a pas ces pages et ces pages à apprendre à calculer avec ces nombres composés qui ont une partie entière et une partie fractionnaire. Parce que cette notation fait que c'est le même algorithme. Alors que là, il faut des algorithmes pour chaque type de nombre. Chaque nombre suivant la fraction que vous lui accolez, il va falloir apprendre à calculer avec. Vous n'avez pas un seul algorithme. Alors que là, cette notation-là nous permet de calculer sur des fractions avec le même algorithme pour l'addition, quel que soit le nombre, l'algorithme sera le même, pour la multiplication, c'est-à-dire qu'il y a 4 opérations et il y a 4 algorithmes. Rajoutez les racines, mais il y a juste le même nombre d'algorithmes que d'opérations. Ça nous semble aller de soi, il faut lire ces textes-là pour découvrir que ça ne va pas de soi. Et c'est ce qui fait que ces livres sont beaucoup plus gros que ce à quoi on s'attend, mais la réduction, elle vient de quelque chose qui passe inaperçu, c'est cette notation décimale qui fait qu'on n'a plus à apprendre ce calcul fractionnaire. Alors ça, donc ça supprime tous ces algorithmes. Vous voyez que c'est les mêmes expressions, on exprime de la même manière un nombre avec une fraction et avec un nombre entier. C'est une question de virgule, mais on les écrit de la même façon, fondamentalement. Alors qu'un nombre avec fraction, c'est un binôme, c'est un nombre mixte, c'est littéralement un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est quoi? C'est A plus IB, c'est-à-dire c'est un binôme. Hein, ça se note, ça s'écrit comme un binôme. Eh bien, les nombres avec fraction, ce sont des binômes. Hein, il fallait calculer avec des expressions complexes, faites de 2 termes, et il fallait les mélanger. Et c'est ici que se fait le lien avec les racines, parce que c'est pareil, les racines, on avait un entier plus une racine, c'était des nombres complexes, un peu comme les entiers de l'air, de Gauss, pardon. Ici, ce sont des nombres complexes, ce sont des nombres faits de 2 types d'expressions, et on n'a pas une expression unique pour calculer avec. Donc les nombres fractionnaires sont des nombres complexes qui sont composés de 2 types d'expressions qu'il faut apprendre à manipuler. Il me reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, voilà. Donc, alors, ces nombres décimaux vont être introduits. Mon propos n'est pas de faire l'histoire de leur introduction, mais ce qui est intéressant, c'est donc de voir que leur développement va être très tard. Là, on était au début du XIIIe siècle. D'accord? C'est à la fin du XVIe siècle qu'on va trouver des mathématiciens, tous liés de manière étroite au développement de l'algèbre, pour défendre l'introduction de ce système de numération. Donc là, vous voyez que ce n'est pas une virgule, les petits ronds indiquent les décimales. Mais dans ce texte de la dîme de Stévin, il nous présente les opérations qui nous sont familières. Il nous explique que, vous voyez, l'addition
de ces nombres décimaux, c'est la même que les nombres entiers. C'est ça tout le truc. C'est ça ce qu'on ne voit plus et qu'il faut voir. C'est qu'on additionne les nombres décimaux de la même manière que des nombres avec fraction. Mais ça, c'est présenté à la fin du XVIe siècle. Donc pareil pour la multiplication, c'est ce qui nous est familier. Et on voit là une table d'astronomie par Stevin, qui est recalculée par... je suis obligé de sauter les choses. Il se trouve que le développement des logarithmes est étroitement lié à cette notation décimale. Vous n'avez pas de logarithme sans nombre décimaux. Donc je dois aussi sauter une citation de Wallis nous disant qu'en 1685, il considère qu'il y a eu 2 innovations majeures dans les mathématiques. On est en 1685, 2 ans avant l'apparition des Principia Mathematica de Newton. Il nous dit qu'il y a eu 2 innovations majeures, ce sont l'écriture décimale et les logarithmes. Et ces 2 choses sont étroitement liées. Là, vous avez un extrait du texte de Napier sur les logarithmes où vous voyez qu'il introduit la notation ici, enfin, il exprime, il traduit l'écriture décimale avec fraction en écriture décimale. Il l'explique parce que tout l'intérêt des... Vous n'avez pas de calcul de logarithme utile si vous n'utilisez pas une notation décimale. Donc, les deux, et ils sont introduits à cette occasion, Napier les réintroduit à cette occasion. Donc, ces 2 choses qui, à nouveau, dans nos têtes, logarithme et notation décimale, qui sont complètement disjoints, en fait, sont intimement liés. Hein, je n'ai pas le temps de expliquer ça. Donc, je passe cette citation, je vous prie de m'excuser. C'est dommage. Parce que j'en ai d'autres que je voudrais pouvoir vous présenter. Alors, une des choses, c'est que vous voyez, fin XVIe siècle, des savants défendent l'adoption du système de la notation décimale, notamment en astronomie. Le problème, c'est que les tables d'astronomie, elles ont déjà été calculées dans un autre système de numération. Eh bien, ça veut dire tout recalculer, tout traduire en tout cas, tout convertir. Donc les astronomes qui recalculent les tables vont pouvoir le faire, mais il y a un travail de conversion qui fait que cette notation ne s'impose pas du tout. Parce qu'il ne suffit pas de le déclarer comme ça. Il faut traduire toutes les tables. Et les tables, c'est une production scientifique majeure qu'on ne peut pas remplacer comme ça. Donc il y a un obstacle, une des citations de Wallis, c'est précisément de dire, bah oui, il y a un problème, c'est ces problèmes qu'il faut convertir les tables qu'on a faites. Alors, ici, c'est une citation, on est en 1754, et en 1754, de La Chapelle et d'Alembert, dans l'encyclopédie, en sont toujours à chanter les mérites de cette notation, qui n'est donc pas du tout complètement intégrée. Et il nous explique pourquoi. On opère sur les fractions décimales de la même manière que sur les entiers. Vous voyez, maintenant, on comprend ce que ça veut dire, mais il faut avoir vu ce que c'est que ce calcul sur les fractions que justement on ignore pour comprendre cette phrase. Sans ça, on ne comprend pas cette phrase. Et cette autre citation, toujours de l'encyclopédie, il serait très à souhaiter que toutes les divisions, par exemple, de la livre, du sou, de la toise, du jour, de l'heure, etc., fussent de 10 en 10. Cette division rendrait les calculs beaucoup plus aisés et plus commodes et serait bien préférable à la division arbitraire de la livre en 20 sous, du sou en 12 deniers, du jour en 24 heures, de l'heure en 60 minutes, etc. Eh bien oui, parce que quand vos systèmes métrologiques n'est pas divisé en dixièmes, votre système décimal, il sert à peu près à rien. Parce que vos grandeurs, vos échanges marchands, tous vos calculs que vous faites, ils sont faits en unités qui sont divisées en 12e, en 20e. Et là, l'écriture décimale ne vous aide en rien. D'accord ? Donc, il faut... Donc, vous entendez ici d'Alembert, dans l'encyclopédie, appelant à une réforme du système métrique, on l'appelle encore comme ça, pour qu'on puisse appliquer la notation décimale. Sinon, elle ne s'applique pas. Et donc, il y a cette loi de 1795 qui instaure le système métrique. Et dans ce système métrique, il faut entendre et subdivision décimale, qui permet à la notation décimale de s'appliquer. Sinon, elle ne s'applique pas. Elle ne sert à rien.
D'accord? Donc, lisons ce texte de loi décrète ce qui suit et appelle, je vais juste en lire quelques passages, les citoyens sont cependant invités de donner une preuve de leur attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la République en se servant dès à présent des nouvelles mesures dans leur calcul. C'est-à-dire que unifier les différents systèmes de mesures qui ont cours dans les différentes régions, c'est un enjeu majeur de l'unité de la France. Et au-delà de l'universalité de la Révolution, parce que, comme ils le disent très bien, il s'agit d'adopter des subdivisions qui ne doivent rien à une quelconque, qui n'ont rien de particulier. Et le système de division décimale est là pour avoir une portée universelle. Donc, ce texte de loi fait d'un enjeu de l'unité de la République l'adoption non seulement du système métrique, mais des subdivisions décimales dans les transactions commerciales. Donc c'est un acte de citoyenneté républicaine que d'utiliser l'écriture décimale et des mesures décimales. Et c'est donc dans ce texte que s'introduisent les divisions en 10, 100, etc. Sauf que, donc vous voyez, il faut une révolution pour introduire, en tout cas pour déclarer l'introduction, parce qu'on va voir, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout aussi facilement. On est en 1812, c'est un texte écrit au préfet, donc 1812, et qui explicite les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas utiliser le système décimal qui est pourtant déclaré depuis 1995 dans la loi. Alors, lisons ces raisons qui sont très intéressantes. Les noms, alors, il répond à des objections. Je n'ai pas recopié les objections. Il répond à des objections qui tentent d'expliquer pourquoi les gens n'adoptent pas ce système de numération décimale. Les noms donnés dans le principe aux mesures métriques, centième, millième, etc., ne s'accordaient peut-être point assez avec le caractère de la langue. Donc ces termes centième, millième, qui nous sont familiers, ils sont nouveaux et ils sont difficiles à utiliser en fait. Donc ne s'accordaient peut-être point assez avec le caractère de la langue à raison de leur longueur, de leur trop grande ressemblance et de l'uniformité des désinences. Mais tout cela n'aurait point été un obstacle à leur adoption si les mesures qu'ils désignaient eussent convenu d'ailleurs aux usages journaliers par leur division. C'est-à-dire que les mesures qu'on utilise encore au quotidien ne sont pas subdivisées en dixièmes parce que ça n'était pas le cas avant et il faut faire la transition. C'est là que s'est trouvé le véritable obstacle, c'est parce que le mode de division des mesures ne convenait point sous ce rapport que l'autorité a rencontré de la difficulté à les faire adopter. Et la nécessité dans laquelle s'est trouvé le consommateur d'apprécier sans cesse les rapports des nouvelles mesures aux anciennes qu'il a toujours eu présentes à la pensée, je vous soupçonne d'avoir connu le passage du franc aux euros et d'avoir fait ce genre de conversion. Imaginez que vous deviez faire ces conversions pour tout ce que vous faites, pas simplement pour la monnaie, mais pour quand vous pesez quelque chose, quand vous mesurez un volume, pas simplement pour les francs, mais pour tout. C'est ça la situation. Cette division très favorable au calcul n'offre aucun avantage au peuple qui ne calcule pas et ne doit pas être obligé de calculer. Du moment où il aura des mesures dont la division simple et facile s'accommodera à ses besoins, il s'inquiétera peu des rapports que pourraient avoir ces nouvelles mesures avec les anciennes qu'il aura bientôt oubliées. La division décimale n'est véritablement utile que pour les calculs. Or, les opérations journalières et transitoires du commerce de détail n'exigent aucun calcul, ou du moins, ceux qu'elles nécessitent sont resserrés dans des bornes si étroites que la division binaire suffit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la puissance de calcul que permet la notation décimale, et inversement, la notation décimale introduit une subdivision qui n'est pas adaptée au calcul que l'on veut faire. Donc en 1812, c'est toujours un problème de faire passer cette notation décimale. Et donc vous voyez qu'il faut une conversion, ce que j'appelle une conversion historique, c'est-à-dire qu'il faut tout changer notre système de mesure pour que
on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, que cette notation décimale nous semble aller de soi. Mais c'est parce qu'entre-temps, le monde a été divisé, a été partitionné de manière conforme à cette notation. Et c'est pour ça que ce 1,23 qui nous semble ne pas avoir beaucoup de propriétés, eh ben, il en a beaucoup, sauf que notre langage, la façon dont on décompose notre univers, a été adapté à cette division en dixièmes, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, nous, ça coule de source d'écrit, de noter les nombres de cette manière, mais il a fallu pour ça une révolution, et ça n'a pas suffi, pour introduire une subdivision du monde, de toute la métrologie, qui soit adaptée à ce système de numération, qui fait que du coup, eh ben, il passe inaperçu. Il passe inaperçu parce que le monde a été rendu conforme à cette notation. Et c'est pour ça qu'elle nous semble naturelle, mais on voit que ce n'est pas du tout le cas. Parce que Anne, je peux donner encore un petit exemple. Je t'en prie. Merci. C'est juste pour vous donner un exemple tout à fait différent, mais que j'aime bien, de la façon dont on ignore le rôle des notations qu'on utilise. Donc j'ai essayé de vous montrer qu'elles avaient beaucoup de propriétés qui passaient inaperçues, et je voudrais juste vous donner un exemple de comment se manifeste cette facilité à ignorer l'importance de ces expressions. Donc ça, je vous ai parlé de la transmission de ce système de numération dans le monde latin au XIIe siècle. Ça, c'est le manuscrit le plus ancien du XIIe siècle qui introduit ce nom. C'est en latin, ça n'a aucune importance. Voici la traduction française qui en est donnée en 92, dans ce que nous avons décidé d'exposer et de révéler à propos du nombre selon les Indiens exprimé par 9 lettres. C'est le début du manuscrit qui dit j'introduis 9 lettres parce qu'on distingue les 9 chiffres et le 0. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, même si c'est important. Donc c'est 9 plus 1 en fait. Et vous voyez, ce qui m'amuse, c'est que dans le texte latin, évidemment, le 9 est écrit en chiffres romains, mais dans le texte français, il est écrit en chiffres arabes, ce qui est une monstruosité. Parce que vous voyez bien que dans un texte qui introduit ces chiffres, il ne peut pas dire qu'il y a 9 lettres en utilisant le 9 qu'il va introduire, et surtout, ces 9 ne servent pas à compter, ils servent à calculer. C'est des expressions avec lesquelles on calcule. On ne désigne pas un résultat avec ces chiffres-là. Ils servent, c'est une technique de calcul, c'est une représentation qui sert à calculer. Donc, désigner le nombre de lettres par 9 écrits comme ça, c'est juste aberrant. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est comme ça dans toutes les traductions. Vous prenez la traduction en allemand de ce même passage, on retrouve la même chose, le 9, pour traduire ce qui est écrit en chiffres romains, alors que, encore une fois, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez à quel point ces notations qui ont des propriétés, qui changent au cours de l'histoire, on s'en sert sans s'en rendre compte, parce que même dans des traductions savantes, il ne s'agit pas de critiquer ici, elles sont tout à fait remarquables, hein, c'est les seules traductions qu'on met, elles sont admirables, mais ceci passe inaperçu. Voilà, je m'arrête là. Je pourrais vous donner un autre exemple, la même chose, en logique, c'est juste pour sortir du cas des nombres. Ici, vous avez un texte de Turing, où ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, et vous voyez en bas, elle est, avec des quantificateurs universels. Eh bien, on a le même genre de phénomène. Je voulais juste, pour ne pas en rester à l'exemple de la numération, vous indiquer qu'il va se passer la même chose pour ces notations logiques qui vont se glisser dans une traduction où elles ne figurent pas, et de la même manière dans le texte de Turing de 36, qui utilise la logique, mais il ne peut pas l'utiliser comme ça, parce que ça n'est pas le statut de la logique dans son texte, et c'est le même genre de choses que ces traductions des textes arabes. Je vous remercie, et excusez-moi d'avoir été trop long. Alors, s'il y a des courageux qui sont encore prêts à rester 5 minutes, si vous avez des questions... Oui ? À quel moment est-ce que l'humanité s'est rendu compte que n'importe quelle fraction pouvait s'écrire comme quotient de deux nombres entiers? Ce qui veut dire que tous les algorithmes qu'on utilise exactement sur la fraction sont des algorithmes sur le nombre entier. J'ai pas compris la question. À quel moment? Comment dire, dans le Fibonacci, il y a 12 milliards de fractions différentes avec 12 milliards d'algorithmes différents. Et à quel moment il y a quelqu'un qui a dit tiens, en fait, toutes ces fractions peuvent s'écrire comme certains résultats intermédiaires, hein, quand il y a un nombre entier plus une fraction,
il remet ça sur un même dénominateur. Donc peut-être qu'à un moment, il y a des... Mais ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème, ça. Léonard de Pise le fait. Il le sait, mais... Mais c'est pas l'enjeu. C'est pas une expression intéressante. Parce que... on le sait, je veux dire, il va pouvoir le faire. C'est pas une question de le savoir ou pas. Et les calculs sont... réduire tout sur le même dénominateur, faire les calculs, c'est lourd aussi.